Les eaux de la mer du Nord sont teintées de rouge par le sang des ouvriers du pétrole. Cette étendue de mer, juste à l'est des îles britanniques, a été le théâtre de certaines des pires catastrophes pétrolières et gazières offshore de l'histoire. Elle est froide, peu profonde, violente et pourtant, pendant des décennies, elle a été la frontière de l'indépendance énergétique de l'Europe. La cupidité y joue un rôle, tout comme la technologie et la politique. Mais à travers tout cela, il y a un chiffre qui crie plus fort que tous les autres, le prix du pétrole. En marchant au bord de la plage et regardant la mer, votre pays ne s'arrête pas là. Cela peut sembler être de l'eau libre, mais légalement et politiquement, elle est découpée en zones, droits et incitations. Pendant des siècles, les puissances maritimes se disputaient le contrôle, surtout pour protéger la pêche, mais la propriété s'arrêtait généralement à l'horizon. Cela a changé avec le pétrole. Aujourd'hui, la loi divise la mer en différentes couches de contrôle. Les 12 premières milles nautiques sont un territoire souverain. De 12 à 200 000, un pays contrôle la zone économique exclusive où il peut forer, pêcher et construire. Au-delà, il y a la haute mer, ouverte à tous, n'appartenant à personne, du moins en théorie. En 1945, le président américain Truman a revendiqué le plateau continental, la masse terrestre sous-marine au-delà de la limite des 200 000, comme territoire américain pour l'extraction de pétrole et de gaz. Pas pour l'idéologie, mais pour les ressources. Soudain, l'important n'était plus l'eau, mais ce qu'il y avait dessous. D'autres nations ont suivi. Le précédent était établi. Si les États-Unis pouvaient revendiquer leur plateau, pourquoi pas eux ? En 1958, la Convention de Genève l'avait codifié. Les nations pouvaient légalement exploiter leur plateau continental, quelle que soit sa distance. Cela a tout changé. Désormais, les pays se sont précipités pour cartographier le plancher océanique, non pas pour le comprendre, mais pour le posséder. La technologie n'était pas prête, mais l'ambition, oui. Dans les eaux peu profondes et agitées de la mer du Nord, le compte à rebours avait déjà commencé. Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1970, les prix du pétrole sont restés stables. Le baril valait environ 2 $, faisant du pétrole une base bon marché et fiable de l'économie mondiale. Cela a alimenté un boom. La possession de voitures a explosé et des industries entières, comme les plastiques, les engrais et la fabrication, ont prospéré grâce à une énergie abondante et abordable. Mais le pétrole bon marché a ses limites. Le forage en eau profonde restait trop coûteux, surtout dans des environnements hostiles comme la mer du Nord. La technologie n'était pas prête et l'économie n'était pas viable. À 2 $, le baril, le pétrole offshore ne valait pas le risque. Cela commence à changer au début des années 1960. La découverte de pétrole et de gaz aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni suggère la présence de gisements plus importants en mer du Nord. La géologie était comprise, la barrière c'était la technologie. Le Royaume-Uni a adopté en 1964 la loi sur le plateau continental, lui permettant de délivrer des licences de forage en mer. C'était une invitation ouverte aux compagnies pétrolières. La mer est à vous si vous pouvez la maîtriser. Banque Populaire a relevé le défi. En septembre 1965, ils ont découvert du gaz à West Sulfield, avec Seagem, une barge convertie en plateforme auto-élévatrice sur des jambes d'acier au-dessus des vagues. Ce n'était pas du pétrole et ce n'était pas énorme, mais c'était suffisant. Les conditions étaient brutales. Le message était clair. Il y a de l'énergie sous la mer du Nord, et une fois que les prix du pétrole augmenteraient, la partie commencerait. En 1965, Seagem a foré un puits à 36 milles nautiques des côtes du Lincolnshire, Angleterre. Seagen n'est pas une plateforme pétrolière construite spécialement, mais une barge convertie équipée de 10 jambes élancées, conçue pour reposer fermement sur le fond marin. Elle sert de plateforme auto-élévatrice. La coque est surélevée au-dessus des vagues par des vérins hydrauliques qui poussent la plateforme vers le haut sur ses jambes, maintenant le pont de forage et les quartiers de l'équipage en sécurité au-dessus de la surface agitée de l'océan. Les hauts jambes agissent comme des échasses, soutenant l'ensemble de la plateforme face aux assauts constants des vagues de la mer du Nord, des vents puissants et des courants changeants. Chaque jambe supporte un poids énorme et des forces dynamiques. Les connexions entre les jambes et la coque sont des points porteurs cruciaux qui doivent supporter la contrainte sans faillir.
Une fois le puits terminé, l'équipage abaisse la coque pour déplacer l'appareil ailleurs. Ce processus nécessite de rétracter soigneusement les vérins hydrauliques en transférant le poids de la coque à nouveau sur l'océan. Mais le froid de la mer du Nord s'avère fatal pour la structure en acier de la plateforme. Le métal des jambes devient cassant sous les températures glaciales, perd sa flexibilité et devient sujet à des fractures soudaines. Le 27 décembre 1965, CIM s'est retourné lors de son transfert vers un nouveau site de forage. Lorsque la coque est abaissée dans l'eau, deux des jambes ploient sous les charges de compression et les moments de flexion. L'acier se fracture de façon catastrophique autour des puits et des joints affaiblis par le froid et la fatigue. Avec deux jambes défaillantes, l'équilibre de la plateforme s'effondre. La coque s'incline brusquement et chavire. Le pont plonge dans la mer glacée, projetant le matériel non sécurisé, la cabine radio et 32 membres d'équipage à l'eau. Le chavirement arrache la cabine radio, coupant la communication de la plateforme. Aucun appel de détresse n'est lancé. Le sauvetage dépend entièrement du hasard. Le SS Boltrover, un cargo de passage, aperçoit l'effondrement et donne immédiatement l'alerte. Malgré l'intervention rapide des secours, 13 personnes meurent dans les eaux glacées et 19 hommes sont sauvés. C'est la première grande catastrophe pétrolière en mer du Royaume-Uni. L'incident du CIGEM révèle les dangers d'adapter à la hâte des technologies marines existantes au forage en mer, sans tenir compte des conditions environnementales extrêmes et des faiblesses des matériaux. Agen devient un sombre exemple d'ingénierie, d'environnement et une première attaque contre l'industrie pétrolière. Mais le danger clair et présent reste encore inconnu du grand public. À partir de ce moment, chaque plateforme pétrolière de la mer du Nord devra disposer d'un navire de secours dédié. Entre 1970 et 1973, la mer du Nord connaît l'un des plus importants booms d'exploration pétrolière de l'histoire moderne. En 1970, le champ pétrolifère des années 40 a été découvert. Ce champ se trouve sous les eaux agitées à l'est de l'Écosse et devient rapidement le plus grand de la mer du Nord. Le champ des années 40 contient d'énormes quantités de pétrole brut piégées dans des réservoirs de grès à près de 3000 mètres sous le fond marin. Un an plus tard, en 1971, les explorateurs trouvent le champ pétrolier de Brent. Brent se trouve au nord-est du champ des années 40 et doit son nom à l'oie de Brent, courante dans la région. Cette découverte prouve que la mer du Nord est une grande province pétrolière, pouvant rivaliser avec les fournisseurs mondiaux, et non une simple petite source de pétrole. À la même époque, le champ gazier de Frigg a été découvert dans les eaux norvégiennes. Frigg détient d'énormes réserves de gaz naturel essentielles pour le chauffage et l'énergie à travers l'Europe. Et puis, le champ pétrolier Piper est apparu sur le territoire britannique en 1973. Chaque nouveau champ apporte plus de certitude. La mer du Nord n'est pas seulement un endroit avec quelques réserves dispersées, c'est un vaste bassin rempli d'hydrocarbures sous ses vagues agitées et battues par les tempêtes. Le potentiel d'alimenter le Royaume-Uni, la Norvège et au-delà promet une sécurité énergétique et d'énormes retours économiques. Les compagnies pétrolières se hâtent de revendiquer leur part, préparant des projets pour construire de grandes plateformes offshore afin d'exploiter ces réservoirs profonds. Ces champs nécessitent des prouesses au sein d'ingénierie complexes et prennent plusieurs années à construire. Les plateformes doivent résister à de violentes tempêtes, à des vagues atteignant plus de 20 mètres de hauteur, à des températures glaciales et à l'eau salée corrosive. Des pipelines serpentent le long du fond marin pour transporter le pétrole et le gaz vers les installations à terre. Soudainement, la mer du Nord se transforme d'une frontière en un point névralgique du développement énergétique. Puis, en 1973, tout change. Le prix du pétrole quadruple. Ce qui était autrefois une marchandise relativement stable à environ 2 $ américains, le baril s'envole désormais, poussé par les tensions géopolitiques et l'embargo pétrolier de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. L'économie de l'extraction pétrolière change soudainement. Des gisements autrefois considérés comme marginaux ou trop coûteux deviennent extrêmement précieux. Les entreprises investissent des milliards dans des projets de développement qui étaient autrefois économiquement non viables. Les investissements s'accélèrent. La ruée pour exploiter ces immenses réserves de la mer du Nord s'intensifie. Et avec cette ruée viennent l'urgence, le risque et la pression de livrer la production rapidement.
La promesse de richesse et de sécurité énergétique pousse l'industrie vers l'avant. Le prix du pétrole est sur le point de s'envoler. Mais que s'est-il passé ? En octobre 1973, le paysage énergétique mondial a été bouleversé par une perturbation soudaine et sévère. Les membres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, connue sous le nom d'Organisation des pays exportateurs de pétrole, imposent un embargo sur le pétrole. L'embargo cible les pays soutenant Israël durant la guerre du Kippour. Parmi les pays touchés figurent les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres alliés occidentaux. L'impact est immédiat et spectaculaire. L'approvisionnement mondial en pétrole est fortement réduit, provoquant des ondes de choc sur les marchés mondiaux. Les prix du pétrole brut deviennent volatiles en seulement quelques mois. Cette multiplication par 4 choque aussi bien les gouvernements que les industries. En Grande-Bretagne, la crise provoque des pénuries de carburant affectant la vie quotidienne. Les stations-service sont à sec et le fioul domestique devient rare. En janvier 1974, le gouvernement a mis en place la controversée semaine de travail de 3 jours pour économiser l'électricité et le carburant. Les usines réduisent de leurs horaires et les transports publics sont sous pression. La crise révèle la profonde dépendance de la Grande-Bretagne au pétrole importé. Soudainement, la mer du Nord n'est plus un investissement spéculatif pour l'avenir. C'est devenu une priorité nationale urgente. Les compagnies pétrolières subissent une immense pression pour accélérer la production des champs offshore de la mer du Nord. Cette urgence change tout, l'exploration avance plus vite. Les plateformes sont construites rapidement, la vitesse prenant parfois le pas sur la sécurité. La technologie d'extraction du pétrole dans ces eaux hostiles reste complexe et en développement. Les plateformes opèrent sous des températures glaciales et de fortes tempêtes. Chaque journée en mer est un pari pour les travailleurs. Contre les pannes mécaniques, l'erreur humaine ou les dangers environnementaux. Les pipelines et les infrastructures sous-marines sont poussées à leurs limites pour répondre à la demande croissante. La crise pétrolière de 1973 a ouvert la voie à une course effrénée pour exploiter les ressources de la mer du Nord. Elle révèle la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales en pétrole et le pouvoir géopolitique du pétrole. Pour les personnes travaillant sur ces plateformes, les enjeux sont plus élevés que jamais. La promesse de la sécurité énergétique a un prix élevé, payé en danger et en risque. De 1974 à la fin de la décennie, le pétrole valait entre 10 et 12 $, le baril assez pour permettre l'expansion, mais trop bas pour investir dans la sécurité. Durant ces années, 4 hommes ici, 2 là-bas, cela n'alertait personne. Tous ces accidents avaient un point commun, la plongée en saturation. Les hommes effectuaient les tâches les plus dangereuses, bien en dessous de la surface, sous une pression bien supérieure à celle de la surface de l'eau. Et donc cela a été accepté officieusement comme le prix à payer pour faire des affaires. Un décès tous les quelques années, un risque inscrit dans les marges. En janvier 1974, 2 hommes, Per Skips et Robert John Smith, sont morts à bord du Drillmaster. Un laisse de leur cloche de plongée a été accidentellement libéré, propulsant la cloche à la surface. Ils ont été tués par une décompression rapide avant même d'avoir percé la surface de l'eau. En septembre de l'année suivante, Peter Holmes et Roger Baldwin sont morts, asphyxiés dans une chambre pressurisée sur la Varga Drill 2. Un manomètre défectueux a poussé le superviseur à injecter du gaz dans un espace clos. La pression a grimpé en flèche, la chaleur était montée à 120 degrés Celsius. Les plongeurs ont tiré sur la trappe. C'était certain, mais cela n'a rien changé. En novembre 1978, Star Canapis travaillait au large des côtes écossaises, lorsque la ligne de vie du caisson de plongée a été sectionnée par une chaîne d'ancre de passage. Elle est tombée de plus de 100 mètres au fond de la mer. Le système de récupération exigeait qu'un des plongeurs sorte du caisson, mais la trappe était coincée contre le fond marin. Lotta Ward et Tony Prangley n'ont pas survécu. Puis, en août 1979, à bord du Wild Rake, un câble de levage de la cloche de plongée a cédé pendant la remontée. La cloche instantanément est tombée droite avec 2 hommes à l'intérieur. Le système de survie a échoué, les communications ont été perdues, les secours sont arrivés trop tard. À chaque fois, des enquêtes ont été menées et des leçons tirées. Mais il n'y a eu ni comptes à rendre, ni tollé national, ni arrêt général de l'industrie. Les prix du pétrole sont restés stables, les objectifs de production n'ont pas changé. Aux yeux des entreprises, le système fonctionnait. Les hommes qui sont morts ont été enterrés discrètement, et les plateformes ont continué à fonctionner. Les véritables catastrophes n'avaient même pas encore commencé.
En 1980, la mer du Nord était un laboratoire pour tester les limites humaines et technologiques dans la recherche de combustibles fossiles. Chaque variation du prix du pétrole impliquait des millions gagnés ou perdus. Le fond marin est devenu l'une des frontières les plus précieuses d'Europe. Et au-dessus, des hommes vivent dans des tours d'acier, affrontant les tempêtes pour l'indépendance énergétique. Au Royaume-Uni, avec Thatcher au pouvoir, la déréglementation n'était pas une politique, c'était une doctrine. Les entreprises privées sont invitées à réduire les coûts et à supprimer la bureaucratie. La production devient un impératif national. En Norvège, la situation était similaire. Le développement de nouveaux gisements a surpassé la prudence nécessaire. C'est là que la première fissure est apparue. La plateforme d'hébergement, Alexander L. Kielland, était stationnée à côté de la plateforme EDA sur le champ d'Ecofisk, exploité par Phillips Petroleum. Ancienne plateforme de forage reconvertie, elle accueille aujourd'hui 212 hommes travaillant sur la production voisine. La plateforme flotte sur 5 énormes pontons, reliés par des structures creuses en acier, conçues pour assurer la rigidité. Une petite fissure de fatigue débute près d'un support d'hydrophone, un petit accessoire soudé à la structure. La fissure ne mesure que quelques millimètres au début. Elle est invisible à l'œil nu, indétectable sans inspection ultrasonique. Avec le temps, les vagues font fléchir la jambe de force et la fissure s'agrandit. Elle se ramifie jusqu'à un joint en T, une soudure porteuse essentielle. L'acier cède en silence. La jambe de force cède. Lorsqu'une tempête frappe dans la soirée du 27 mars, la jambe de force endommagée cède complètement. L'une des 5 colonnes principales de la plateforme se brise. Privé de sa symétrie, Alexander Kielland penche. Les lumières s'éteignent. Le mobilier et l'équipement s'écrasent sur le pont. Les hommes se précipitent là vers les canaux de sauvetage dans une quasi-obscurité totale. Mais il n'y a presque plus de temps. L'inclinaison est extrême. Seuls 2 canaux de sauvetage sont mis à l'eau avant que la plateforme ne chavire complètement. Elle se retourne en moins de 20 minutes, quito. Sur les 212 personnes à bord, 123 meurent. Beaucoup restent piégés, d'autres projetés dans l'eau glacée. C'est la pire catastrophe en mer de l'histoire de la Norvège. L'enquête met en évidence de mauvaises normes de soudure, un manque d'inspection structurelle régulière et une incapacité à détecter et à traiter la fatigue du métal. Cela entraîne une refonte complète de la législation sur la sécurité en mer en Norvège et au-delà. Mais pour les familles des 123 victimes, ces réformes arrivent trop tard. Les inspections de sécurité étaient insuffisantes, la communication entre entreprises et sous-traitants floue et le moral sur la plateforme très bas. Le Royaume-Uni accroissait sa production en mer du Nord, tandis que la Norvège développait rapidement ses champs pour rattraper son retard. Le résultat, c'est que les plateformes étaient surchargées, sous-dimensionnées, et personne ne voulait ralentir assez longtemps pour remettre en question les soudures qui maintenaient le tout ensemble. La catastrophe de Kielland a été l'un des premiers moments où le monde n'a plus pu ignorer le prix à payer pour précipiter le pétrole sur le marché. 3 ans plus tard, le rythme n'avait pas ralenti, il avait simplement été optimisé. En 1983, les prix du pétrole baissaient légèrement, mais les quotas de production restaient inchangés. La réduction des coûts était la règle d'or de l'approvisionnement au personnel. Le 5 novembre 1983, sur la plateforme de forage Biford Dolphin, ancrée dans le champ gazier de Frigg en mer du Nord, une opération de plongée en saturation de routine se déroule. 2 plongeurs en saturation retournent à la chambre de plongée après un poste de travail en profondeur. Ils sont enfermés dans un système pressurisé composé de chambres reliées qui maintiennent la pression des grandes profondeurs, même en surface. 2 autres dorment dans la chambre. À l'extérieur du cocon d'acier, 2 assistants de plongée manipulent les commandes et aident au transfert. Pour déplacer les plongeurs de la cloche de plongée vers la chambre de vie, on utilise un sas de transfert. Ce petit passage cylindrique est scellé aux 2 extrémités, une trappe menant à la cloche de plongée et une autre à la chambre qui avait s'est maintenue à pleine pression. Ce jour-là, la procédure présente une défaillance. Bien que la séquence exacte fasse encore débat, ce que nous savons, c'est que le sas est ouvert sur l'environnement extérieur avant d'être correctement isolé de la chambre de vie. En une fraction de seconde, la pression de l'air à l'intérieur de la chambre, 9 fois supérieure à la pression atmosphérique, s'échappe violemment dans une décompression explosive. La force est inimaginable.
L'un des plongeurs est catapulté hors de la chambre à travers le sas jusqu'au pont de la plateforme, son corps déchiré par les gradients de pression. Les rapports d'autopsie révèlent à maintenant que sa colonne vertébrale et ses organes internes ont été expulsés à travers son torse. Les 3 autres plongeurs sont tués sur le coup à l'intérieur de la chambre. Leurs corps présentent des Smark-Solar, en des signes de barotraumatisme extrême. Alors que le gaz à l'intérieur de leur corps se dilate, il les pulvérise de l'intérieur. Un assistant plongeur à l'extérieur du sas est également tué par l'onde de choc. Personne n'entend de cri. Tout est terminé en quelques millisecondes. L'enquête conclut à une combinaison d'erreurs humaines et de défaillances techniques. Un système d'interverrouillage essentiel conçu pour empêcher l'ouverture de l'écoutille extérieure sous pression est absent. Il n'existe aucune mesure de sécurité pour empêcher une erreur aussi catastrophique. Ce n'était pas simplement une erreur humaine, c'était systémique. Il y avait eu des avertissements. On savait que la conception de la pince était défectueuse, mais elle n'avait jamais été mise à jour. Le secteur prônait une culture du « faites-le à tout prix ». La volonté de déréglementation de Thatcher bouillonnait comme une cocotte minute. Le ministère britannique de l'énergie a publié un rapport sur le coût des règles de sécurité pour les entreprises. Les réglementations santé et sécurité étaient rarement révisées, sous pression pour être réduites. Le risque était redéfini, non plus comme quelque chose à éviter, mais comme quelque chose à gérer par l'évaluation des risques et la paperasse. Certaines catastrophes transforment que Piran, transforment notre façon de travailler, d'autres notre notre perception du travail. Piper Alpha est de celle-là. Peu après 22 heures, le 6 juillet 1988, la plateforme Piper Alpha, jadis joyau pétrolier de la mer du Nord, bourdonne d'activités nocturnes. Elle se trouve à environ 120 miles au nord-est d'Aberdeen, extrayant et traitant d'énormes volumes de pétrole et de gaz du fond marin. Cette nuit-là, une simple maintenance devient une série de négligences fatales. Plus tôt dans la journée, une vanne de sécurité de pression avait été retirée de l'une des pompes à condensat de gaz pour inspection. L'ouverture est temporairement scellée avec une bride, un simple disque métallique plat serré à la main. Le travail n'est pas terminé, mais ce détail est manqué lors du changement d'équipe. Ignorant l'absence de la vanne, la salle de contrôle autorise le redémarrage de la pompe. Au moment où le système se remet sous pression, du gaz s'échappe de la bride non sécurisée. Il siffle dans l'espace des machines sous forme d'une épaisse brume. En quelques minutes, il atteint une source d'inflammation. La première explosion secoue la plateforme. Des flammes jaillissent dans le ciel nocturne. Mais Piper Alpha n'est pas seulement une plateforme pétrolière. C'est un centre névralgique interconnecté à d'autres plateformes et systèmes de pipeline. Le pétrole et le gaz continuent d'affluer d'autres sites. Aucun système de consignation ni de processus formel pour vérifier et isoler l'énergie dangereuse lors de la maintenance. Les dérogations manuelles et une communication incomplète laissent à la conduite sous pression. Des explosions secondaires s'ensuivent. Les systèmes d'urgence échouent. Les murs coupe-feu conçus pour séparer les zones dangereuses s'effondrent sous la chaleur. La salle de contrôle est réduite en cendres. Les héliports deviennent inutilisables. Des hommes plongent dans la mer du Nord pour fuir le feu. Les sauvetages sont chaotiques. Il faut des heures aux équipes de secours pour atteindre le site. Beaucoup de ceux qui survivent à l'explosion initiale meurent d'inhalation de fumée ou se noient dans les eaux glacées. Sur les 226 membres d'équipage à bord, 167 meurent et les flammes continuent pendant des semaines. La catastrophe de Piper Alpha est le pire accident pétrolier offshore jamais survenu. Le rapport Cullen révèle une défaillance systémique de la sécurité, une culture complaisante et des réductions de coûts dangereuses. Cela entraîne une refonte complète de la sécurité offshore au Royaume-Uni. L'exécutif de la santé et sécurité gère la réglementation. Des régimes de sécurité sont instaurés et les procédures de consignation deviennent obligatoires. Mais l'ampleur des pertes persiste. Piper Alpha reste le symbole de la priorité donnée à la production au détriment des vies humaines. L'industrie pétrolière et gazière de la mer du Nord a bâti des empires sur le risque, ce qui a fonctionné un temps. Les plateformes ont apporté richesse, énergie et pouvoir géopolitique. Mais le système a souvent prouvé une chose. Quand la pression augmente, qu'elle soit réelle ou politique, les fissures se révèlent vite. Et lorsqu'elles échouent, les conséquences sont catastrophiques. Parfois en quelques minutes, parfois en quelques millisecondes, et toujours au prix de vies humaines.
de Seagem en 1965 à Piper Alpha en 1988. Plus de 300 hommes sont morts dans des catastrophes offshore à travers la mer du Nord. Même si Piper Alpha semblait être le point culminant, ce n'était pas la fin. Un autre équipage était encore là-bas, un autre accident attendait de se produire. Les pires défaillances étaient humaines. Les protocoles étaient un peu négligés et des raccourcis pris face à l'urgence et au délai. Le pétrole valait alors 15 $ le baril. Plus le prix est élevé, plus les choses avancent vite. Et la sécurité devient une ligne dans le bilan, pas une limite. Le résultat, une chronologie d'accidents qui suit presque toujours les marchés. Et c'est justement au moment où l'industrie commence à changer, où les régulateurs interviennent, où les vies devraient enfin cesser d'être perdues. Les années 1990 débutent avec des promesses. De nouvelles lois, une surveillance accrue, un contrôle à distance et des cadenas rouges sur chaque système. La sécurité devient quelque chose à prouver, pas à supposer. Mais la mer se moque de la paperasse, et pour un homme, rien de tout cela ne suffira. Au début des années 2000, quelque chose avait évolué. La réglementation était plus stricte, la technologie meilleure, les décès en baisse. Et puis est arrivé un chiffre d'un autre genre, 22 minutes. C'est le temps qu'un plongeur a survécu sur le fond marin sans apport d'air, dans l'obscurité totale, à 91 mètres sous la surface. Le 18 septembre 2012, un plongeur en saturation nommé Chris Lemons travaillait à 91 mètres sous la surface. Il est relié à la cloche de plongée par un ombilical, un câble épais qui fournit le gaz respiratoire, la communication, la chaleur et l'électricité. Puis un problème survient. Le système de positionnement dynamique du navire de plongée tombe en panne et le navire dérive. L'ombilical s'accroche et se déchire. Chris Lemons est isolé, entouré d'eau noire, à une profondeur où les humains ne peuvent pas survivre sans assistance plus de quelques minutes. Il est seul. Pas de gaz, pas de chaleur, pas de lumière. Il attend et d'une manière ou d'une autre, il survit. Lorsque les sauveteurs l'atteignent, plus de 30 minutes se sont écoulées. Il est inconscient mais il respire. Son cerveau est miraculeusement intact. Les scientifiques suggèrent un peu plus tard que cela est dû au mélange gazeux saturé dans son organisme et aux températures glaciales qui ralentissent son métabolisme. Le message est clair, il ne suffit plus d'être réactif. Survivre ici requiert prévoyance, entraînement et une technologie adaptée en temps réel. L'histoire de survie de Chris Lemons devient légendaire, donnant lieu à un documentaire sur Netflix et à un film sorti en 2025 avec Woody Harrelson. La mer du Nord ne pardonne pas, mais dans cette nouvelle ère, il est possible de survivre. Les catastrophes n'ont pas disparu, mais aujourd'hui l'industrie est plus intelligente, plus silencieuse et plus prudente, respectant les manuels de sécurité écrits dans le sang de plus de 300 hommes. Le pétrole coule toujours, mais les hommes et les femmes qui rendent cela possible ont désormais une chance de s'en sortir. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes curieux de connaître les histoires complètes derrière ces incidents, j'ai couvert la plupart de ces histoires plus en détail. Vous pouvez trouver les liens vers ces vidéos et notre chaîne Spotify dans la description ci-dessous si vous souhaitez en savoir plus.